Tu as ruiné nos vies, sors d'ici. M'a dit toute ma famille. Alors, je suis simplement parti. Un mois plus tard, j'ai reçu plus de 50 appels manqués. Maintenant, ils savent. J'ai regardé ma famille entière se presser autour du lit d'hôpital de ma sœur, Héloïse Dubois, la couvrant d'amour tout en m'en tenant pour responsable de son accident. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase après 26 ans passés à être leur bouc émissaire. Je suis parti sans dire un mot, mais leurs appels désespérés un mois plus tard n'étaient pas ce à quoi je m'attendais. Ayant grandi en tant qu'Aurélie Morel, l'enfant du milieu dans ce qui semblait être une famille de cartes postales, j'ai appris très tôt que mon rôle était prédéterminé. J'étais le bouc émissaire de la famille. Peu importe ce qui n'allait pas dans notre foyer, le blâme retombait toujours pile sur mes épaules. Ma sœur aînée, Fanny, maintenant âgée de 32 ans, était l'enfant d'or depuis le premier jour. Avec ses notes parfaites, son apparence parfaite, et maintenant sa vie parfaite, mariée à Maxime, un riche banquier d'affaires, avec 2 enfants au comportement impeccable, elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Chaque réussite de sa part était célébrée avec fanfare, tandis que mes propres accomplissements étaient à peine reconnus. Puis il y avait Héloïse, ma sœur cadette de 5 ans. À 24 ans, elle jouait encore le rôle du bébé de la famille à la perfection. Gâtée, manipulatrice et incroyablement dramatique, Héloïse avait maîtrisé l'art d'obtenir tout ce qu'elle voulait par des larmes et des crises de colère. Nos parents cédaient à tous ses caprices, et elle savait exactement comment tordre les situations pour me faire passer pour le méchant. Notre père, Charles Morel, avait bâti son entreprise de construction à partir de zéro, et ne laissait jamais personne l'oublier. Un homme contrôlant qui valorisait l'apparence avant tout. Il gouvernait notre famille d'une main de fer, déguisée en costume coûteux. Toute offense perçue à l'image de la famille était accueillie par une fureur froide, surtout si j'étais la responsable. Ma mère, Hélène, ancienne reine de beauté qui avait abandonné ses rêves de concours pour devenir l'épouse parfaite d'un homme d'affaires, canalisait toutes ses ambitions frustrées dans la création de l'illusion d'une famille sans faille. Elle scrutait chaque aspect de nos vies. Nos vêtements, nos amis, nos loisirs, tout devait s'aligner sur sa vision de la perfection. Quand ce n'était pas le cas, particulièrement dans mon cas, sa déception était palpable. Nous vivions à Val-Fleury, une banlieue aisée juste à l'extérieur de Québec, dans une maison coloniale tentaculaire qui figurait régulièrement dans les visites locales de maisons et jardins. Derrière les haies manucurées et les fenêtres brillantes, cependant, notre dynamique familiale était loin de l'harmonie que nous projetions aux voisins. Le schéma a commencé lorsque j'avais à peine 4 ans. Fanny avait cassé le vase en cristal préféré de notre mère en jouant à l'intérieur contre les règles. Lorsque nos parents sont arrivés en courant au bruit du verre brisé, Fanny a pointé le doigt vers moi en pleurant. Aurélie m'a poussé, a-t-elle menti? Malgré mes protestations, j'ai été renvoyé dans ma chambre sans dîner, tandis que Fanny recevait des mots réconfortants et une crème glacée pour se remettre de la peur. Cet incident est devenu le modèle pour les 2 décennies suivantes. Quand Héloïse a renversé du jus sur les contrats importants de notre père à 6 ans, j'ai été blâmé pour ne pas l'avoir surveillé correctement. Quand Fanny a fait s'écraser la voiture à 17 ans, j'avais distrait la conductrice depuis le siège passager, alors que je n'étais même pas dans la voiture. Quand la tension artérielle de notre père atteignait des niveaux dangereux, c'était parce que je lui causais du stress en choisissant la psychologie plutôt que les affaires comme matière principale à l'université. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai fini par étudier la dynamique même qui a façonné mon enfance. Je me suis plongé dans mes études, obtenant finalement un doctorat en psychologie avec une spécialisation dans les systèmes familiaux. Ma thèse sur les mécanismes de bouc émissaire dans les familles dysfonctionnelles a été publiée dans une revue universitaire respectée. Aucun membre de ma famille n'a assisté à ma remise de diplôme. Mon père jouait au golf. Ma mère avait un déjeuner de charité. Fanny était en vacances. Et Héloïse avait une fête vraiment importante ce week-end-là. Mes réalisations étaient constamment minimisées. Ce n'est qu'un article, pas comme Fanny qui a conclu ce contrat d'1 million de dollars, a dit mon père avec dédain lorsque mes recherches ont reçu une subvention prestigieuse. Lorsque j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence internationale, le seul commentaire de ma mère a été « Es-tu sûr que cette tenue est appropriée pour parler en public? Tu sais, tu n'es pas aussi mince que tes sœurs. » Pendant des années, j'ai maintenu la relation par un sentiment d'obligation et la faible lueur d'espoir que les choses changent un jour. J'ai assisté à chaque rassemblement familial, enduré chaque compliment ambigu, absorbé chaque accusation injuste.
J'ai aidé à organiser le mariage élaboré de Fanny, fait du babysitting pour ses enfants sans remerciement, et écouté les drames relationnels d'Héloïse pendant des heures. Pendant tout ce temps, je gardais ma propre vie petite et discrète, essayant désespérément de ne pas leur donner de munitions à utiliser contre moi. Récemment, le rôle de bouc émissaire avait atteint des niveaux absurdes. Lorsque le mari de Fanny a été surpris en train de flirter avec une collègue lors de la fête de Noël de l'entreprise, c'était d'une manière ou d'une autre ma faute pour avoir toujours mis les hommes mal à l'aise avec tes discussions analytiques. Lorsque le partenaire de golf de mon père s'est retiré d'une opportunité d'investissement, j'ai été tenu pour responsable parce que j'avais créé une atmosphère tendue lors de leur dîner chez nous. Alors que je n'avais été présente que 20 minutes pour déposer un livre que ma mère avait demandé d'emprunter. Les tensions ont atteint leur point de rupture lors de notre rassemblement annuel d'été à la maison du lac familial dans le Nouveau-Brunswick. Pendant une semaine chaque juillet, nous prenions tous un congé pour séjourner dans la propriété tentaculaire que mes grands-parents avaient achetée il y a des décennies. C'était censé être un moment de détente et de rapprochement. Au lieu de cela est devenu le théâtre de l'acte final de mon rôle de bouc émissaire familial. La maison du lac avait toujours été mon endroit préféré, malgré le drame familial qui s'y déroulait inévitablement. Cette année, j'avais amené Julien, mon petit ami depuis 8 mois, espérant que sa présence fournirait un tampon contre le traitement habituel de ma famille. Il était le premier homme avec qui je me sentais assez à l'aise pour être présenté, un autre psychologue qui, je pensais, comprendrait la dynamique en jeu. Les ennuis ont commencé le 3e jour. Alors que j'aidais mon père à installer le quai du bateau, j'ai remarqué Héloïse flirter avec Julien sur le porche. Elle lui touchait le bras, agitait ses cheveux, et riait trop fort à tout ce qu'il disait. Ce n'était pas un comportement inhabituel de sa part. Héloïse avait l'habitude de courir après tout ce qui était à moi, des jouets d'enfance aux amis de l'université. Le fait qu'elle ait son propre mari, Théo, qui regardait à quelques mètres de là, ne semblait pas importer. Ce soir-là, j'ai trouvé un moment pour lui parler en privé dans la cuisine pendant que tout le monde prenait un verre sur la terrasse. « Héloïse, je t'ai vue avec Julien aujourd'hui, dis-je calmement, gardant une voix douce et non accusatrice. J'apprécierais que tu respectes ma relation. » Elle roula des yeux de manière théâtrale. « Oh mon Dieu, Aurélie, tu es tellement paranoïaque. Nous parlions juste. Tout n'est pas à propos de toi. Je sais ce qu'est le flirt, Héloïse. Tu es mariée et Julien est mon petit ami. Recule, s'il te plaît. » Son expression changea alors. Un éclair de colère rapidement remplacé par un regard calculateur que je connaissais trop bien. « Tu es juste jalouse parce qu'il appréciait ma compagnie. T'est-il venu à l'esprit qu'il est peut-être ennuyé par ton analyse psycho-constante de tout ? » J'ai pris une profonde inspiration. Cette conversation est terminée. S'il te plaît, respecte mes limites. Alors que je me détournais pour partir, Héloïse a soudain crié « Maman, papa, Aurélie m'accuse d'essayer de voler son petit ami. » Avant que je puisse répondre, nos parents et Fanny étaient dans la cuisine, les visages déjà figés dans des expressions familières de déception dirigées vers moi. « Pour l'amour du ciel, Aurélie, dois-tu toujours créer des drames ?» soupira ma mère. « Ta sœur ne ferait jamais une chose pareille » ajouta fermement mon père. Fanny secoua la tête. « Tu as toujours été si peu sûre de toi, Liv. » J'ai regardé chacun de leurs visages, voyant le même scénario se dérouler qui avait défini toute ma vie. Personne n'a demandé mon avis. Personne n'a pensé qu'Héloïse pourrait mentir. J'étais coupable avant que toute preuve ne soit présentée, simplement parce que j'étais moi. Bien, dis-je doucement. Croyez ce que vous voulez. Je me suis éloigné, trouvant Julien sur la terrasse. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, il semblait compréhensif, me passant son bras et m'assurant qu'il n'avait aucun intérêt pour Héloïse. J'ai ressenti un soulagement momentané qu'au moins quelqu'un soit de mon côté. Le lendemain matin, tout a changé. Je lisais dans la véranda quand j'ai entendu un cri et une série de coups venant de l'escalier principal. J'ai couru pour trouver Héloïse allongée au bas des marches, tenant sa cheville et pleurant de manière spectaculaire. Personne d'autre n'était dans le hall, juste Héloïse et moi. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, me précipitant à ses côtés. Ses yeux pleins de larmes ont croisé les miens avec un regard de pure malice avant qu'elle ne crie, elle m'a poussé. Aurélie m'a poussé dans les escaliers. Je suis resté figé de choc. Quoi ? J'étais dans la véranda. Je n'ai même pas en quelques secondes, toute la famille a convergé sur la scène.
Mon père s'est immédiatement agenouillé à côté d'Héloïse pendant que ma mère appelait quelqu'un pour apporter de la glace. Fanny a sorti son téléphone pour appeler une aide médicale. « Que as-tu fait ?» m'a grogné mon père, sans même remettre en question l'accusation d'Héloïse. « Je n'ai rien fait. Je lisais dans la véranda quand j'ai entendu sa chute. »« Arrête de mentir » a rétorqué Fanny. « Tu as été jalouse d'Héloïse toute ta vie. » Ma mère m'a regardé avec dégoût. Je savais que ton ressentiment finirait par devenir dangereux. Julien est entré dans la pièce, la confusion gravée sur son visage alors qu'il constatait la scène. Que se passe-t-il? Aurélie a poussé Héloïse dans les escaliers, m'a informé ma mère comme si elle énonçait un fait établi. Je me suis tourné vers lui désespérément. Julien, j'étais dans la véranda avec toi il y a 1 minute. Tu sais, je n'aurais pas pu mais je pouvais déjà voir le doute s'immiscer dans son expression. Le front uni de la conviction de ma famille était puissant, et ils ne me connaissaient que depuis 8 mois. Je suis sorti prendre un appel, a-t-il dit avec hésitation. Héloïse a été transportée à l'hôpital local, gémissant dramatiquement de douleur, malgré l'évaluation ultérieure du médecin selon laquelle elle n'avait subi qu'une légère entorse. Toute la famille l'a accompagnée, créant un cercle protecteur autour de son lit d'hôpital tout en me lançant des regards accusateurs. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre d'hôpital, regardant la scène se dérouler comme si j'étais à l'extérieur de mon propre corps. Mon père caressait les cheveux d'Héloïse, murmurant des mots réconfortants. Ma mère ajustait ses oreillers avec une attention tendre. Fanny lui tenait la main, promettant de rester la nuit si nécessaire. Même Julien avait été absorbé par leur cercle, proposant d'aller chercher quelque chose pour Héloïse à la cafétéria. « Tu as toujours été jalouse de tes sœurs » a dit mon père assez fort pour que le personnel infirmier entende. « Mais cette fois, tu es allé trop loin. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi » a ajouté ma mère, sa voix dégoulinant de mépris. « Peut-être qu'il est temps d'envisager de te trouver une vraie aide. » Fanny a levé les yeux du côté d'Héloïse, son expression un mélange de pitié et de dégoût. « Je pense que tu as besoin d'une aide professionnelle, Aurélie. Ce n'est pas un comportement normal. » L'ironie d'une cadre d'entreprise disant à une docteure en psychologie qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle était apparemment perdue pour tout le monde. J'ai regardé l'expression de Julien passer de la confusion à l'acceptation de leur récit. Il évitait mes yeux, déjà aspirés par la force gravitationnelle de la réalité unifiée de ma famille. À cet instant, debout dans la chambre d'hôpital à l'odeur aseptisée avec les sanglots mélodramatiques de ma sœur comme musique de fond, quelque chose en moi s'est finalement brisé, ou peut-être quelque chose a finalement guéri. Une clarté m'a envahi lorsque j'ai réalisé avec une certitude absolue que ce schéma ne changerait jamais. Pendant 26 ans, j'avais été cantonné à un rôle inaltérable dans l'histoire de la famille Morel. J'ai regardé chacun de leurs visages une dernière fois. La colère juste de mon père, la préoccupation performative de ma mère, la supériorité suffisante de Fanny, la victimisation calculatrice d'Héloïse, et la loyauté vacillante de Julien. J'ai compris avec une clarté parfaite qu'aucune quantité de preuves, d'accomplissement ou de bon comportement ne changerait jamais la façon dont ils me voyaient. Sans un mot, je me suis retourné et je suis sorti de la chambre d'hôpital. Personne ne m'a appelé. Personne n'a suivi. Dans leur histoire, ma sortie n'était probablement qu'un autre acte d'égoïsme, une autre confirmation de ma culpabilité. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me souciais pas de leur interprétation. J'écrivais ma propre histoire. La route du retour à la maison du lac était surréaliste. Les routes sinueuses familières le long du rivage semblaient différentes d'une certaine manière, comme si je les voyais à travers de nouveaux yeux. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir, et j'ai ressenti un étrange sentiment de calme m'envahir. Ce n'était pas une décision impulsive née de sentiments blessés. C'était l'aboutissement de 26 ans de mauvais traitements systématiques, et ma réponse serait tout aussi systématique. Quand je suis arrivé, la maison était vide. Tout le monde était encore à l'hôpital, s'occupant de la légère blessure d'Héloïse. J'ai garé ma voiture à l'arrière, hors de vue de l'allée. Si jamais il revenait de manière inattendue, je voulais du temps pour finir ce que je devais faire. J'ai marché directement vers ma chambre assignée, la plus petite de la maison avec le plafond qui fuyait perpétuellement pendant les averses. Je n'avais jamais pris la peine de personnaliser beaucoup l'espace, sachant peut-être inconsciemment que je finirais par le laisser derrière moi. J'ai sorti ma valise du placard et j'ai commencé à emballer méthodiquement mes affaires. Je n'ai pris que ce qui comptait vraiment, mes vêtements,
mon ordinateur portable contenant mes recherches, quelques livres qui m'avaient guidé à travers les moments difficiles. J'ai laissé derrière moi la montre chère que mes parents m'avaient offerte pour Noël, le même modèle qu'ils avaient offert aux 3 filles, bien que ceux de Fanny et d'Héloïse soient incrustés de diamants, tandis que le mien était la version de base. J'ai laissé les robes de créateur inconfortables que ma mère m'avait forcé à acheter. J'ai laissé derrière moi tous les rappels physiques d'avoir essayé de rentrer dans un rôle qui n'était jamais fait pour moi. En faisant mes bagages, j'ai découvert une petite boîte verrouillée poussée au fond de l'étagère du placard. Je l'ai immédiatement reconnue, mon journal d'enfance avec sa petite serrure en laiton. Je l'avais caché ici il y a des années après que ma mère l'eût lu par accident, puis utilisé mes pensées privées contre moi lors d'une dispute familiale. J'ai trouvé la clé collée sous la boîte, exactement où ma moi de 16 ans l'avait cachée. Ouvrant la couverture délavée, je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à lire. Les pages étaient remplies de la documentation méticuleuse d'un enfant essayant de donner un sens à son traitement. J'avais noté les dates, les citations exactes, et mes sentiments confus à propos de chaque incident de bouc émissaire. Une entrée datant de mes 12 ans m'a marqué, 18 avril 2007. Aujourd'hui, c'était la fête de remise des diplômes de Fanny au lycée. Maman a passé toute la semaine à préparer et tout était parfait. Pendant la fête, Héloïse, 7 ans, a renversé le bol de punch sur le tapis blanc de maman. Quand maman est arrivée en courant, Héloïse a commencé à pleurer et a dit que c'est moi qui lui avais dit de le porter. J'étais dehors tout ce temps à parler avec grand-mère Jeannette. Mais maman m'a renvoyé dans ma chambre pour le reste de la fête et j'ai pu entendre tout le monde s'amuser en bas. Papa est venu plus tard et a dit que je devais arrêter de créer des problèmes les jours spéciaux. Pourquoi personne ne me croit jamais? Grand-mère Jeannette a essayé de leur dire que j'étais avec elle, mais maman a juste changé de sujet. 20 entrées comme celle-ci remplissaient les pages. Chacune était un enregistrement parfait de la dynamique familiale. J'ai soigneusement rangé le journal dans ma valise. Ce n'était pas seulement un souvenir d'enfance, mais la preuve d'un schéma que je ne trouvais que maintenant la force de briser. Sur la commode se trouvait le collier de famille que ma grand-mère Jeannette m'avait donné peu de temps avant de mourir. Ma mère avait clairement indiqué à l'époque qu'elle pensait que le pendentif en émeraude aurait dû aller à Fanny en tant qu'aînée et que grand-mère Jeannette avait toujours été un peu bizarre dans ses décisions. J'ai pris le collier, sentant son poids dans ma paume. Pendant un instant, j'ai envisagé de le laisser derrière moi. C'était, après tout, un lien avec la famille que j'étais sur le point de quitter. Mais quelque chose m'en a empêché. Grand-mère Jeannette m'avait spécifiquement choisi pour avoir ceci, chuchotant que les plus silencieux du milieu voient souvent le plus clair. Elle avait été le seul membre de la famille qui semblait vraiment me voir. J'ai attaché le collier autour de mon cou et je l'ai glissé sous ma chemise, près de mon cœur. À sa place sur la commode, j'ai laissé une courte note manuscrite. Je ne serai plus votre bouc émissaire. 5 mots qui encapsulaient 2 décennies de résolutions accumulées. Ce départ n'était pas une réaction spontanée à une mauvaise journée. C'était l'exécution d'un plan qui se formait dans mon subconscient depuis des années. Je m'étais préparé à ce moment sans même m'en rendre compte, maintenant un compte bancaire séparé dont mes parents ignoraient tout, gardant mes contacts professionnels les plus importants séparés de ma famille, construisant un réseau de soutien d'amis qui connaissaient la vraie moi. J'ai appelé ma plus proche amie, Dr. Laurence Tremblay, que j'avais rencontrée lors de mon programme doctoral. Elle avait été témoin de suffisamment de mauvais traitements de ma famille au fil des ans pour comprendre exactement ce que je faisais sans longues explications. J'ai besoin d'un endroit où rester pour quelques jours, dis-je quand elle répondit. Il n'y eut qu'une brève pause avant qu'elle ne réponde. La chambre d'amis est déjà prête. Quand seras-tu là? Ensuite, j'ai rédigé un courriel à mon directeur de département à l'université où j'occupais un poste de chercheuse demandant un court congé pour raisons personnelles. Je l'ai programmé pour être envoyé automatiquement le lendemain matin. J'ai ensuite contacté mon propriétaire à Boston pour l'informer que je ne renouvellerai pas mon bail le mois prochain. Ces étapes pratiques m'ont aidé à m'ancrer dans la réalité de ma décision. Le moment le plus symbolique est venu lorsque j'ai changé mon numéro de téléphone via l'application de mon fournisseur. J'ai regardé la confirmation apparaître sur mon écran, une rupture numérique de l'un des principaux liens que ma famille utilisait pour me joindre chaque fois qu'ils avaient besoin de leur bouc émissaire. J'ai créé une nouvelle adresse email, simple et libre de l'identité qu'ils m'avaient assignée. J'avais toujours maintenu mon indépendance financière, une décision que mes parents avaient critiquée comme étant inutilement têtue lorsqu'ils proposaient de m'ajouter à leur compte comme tesseur. Cette indépendance obstinée signifiait maintenant la liberté.
J'avais mes propres économies, mes propres cartes de crédit et ma propre identité financière, complètement séparées des ressources de la famille Morel. Avant de partir, j'ai rassemblé les quelques photos de famille que j'avais gardées dans ma chambre. Dans un acte délibéré de reprise de mon récit, j'ai soigneusement découpé tout le monde sauf moi de chaque photo. Je n'effaçais pas mon histoire. J'éditais mon récit pour me centrer comme protagoniste plutôt que comme méchant. J'ai jeté un dernier regard autour de la pièce qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne. La lumière de l'après-midi projetait des motifs familiers sur le papier peint délavé, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas de regret exactement, mais la reconnaissance de ce qui aurait dû être. Cela aurait dû être un lieu de refuge et d'appartenance. Au lieu de cela avait été juste une autre scène pour mon rôle assigné. Alors que je portais ma valise à la voiture, j'ai remarqué des nuages sombres s'accumulant au-dessus du lac, une tempête d'été se préparant au loin. Le moment semblait approprié. Le drame de la nature fournissant une couverture pour ma sortie discrète. J'ai mis ma valise dans le coffre, me suis assise au siège du conducteur et j'ai ajusté mes rétroviseurs. Dans le reflet, je pouvais voir la maison du lac devenir plus petite alors que je m'éloignais. Le soleil couchant la baignait d'une lumière dorée qui démentait l'obscurité qu'elle avait contenue pour moi. Je m'attendais à pleurer, à sentir le poids du chagrin qui accompagne de telles fins. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement mêlé d'une anticipation nerveuse. Pour la première fois depuis 26 ans, j'étais libre d'écrire ma propre histoire. La route devant moi était incertaine, mais c'était la mienne à naviguer sans le fardeau de porter les projections de ma famille. Un endroit douillet de 2 chambres remplies de livres et de plantes, le complet opposé des maisons immaculées de ma famille. La chambre d'amis donnait sur un petit jardin communautaire, et j'ai passé des heures à regarder les gens s'occuper de leurs parcelles, trouvant un étrange réconfort dans ces étrangers vivant leur vie ordinaire. « J'attends depuis des années que tu fasses cette rupture », a dit Laurence autour d'un thé le matin après mon arrivée. Nous étions assises à sa petite table de cuisine, la lumière du matin inondant la fenêtre. Était-ce si évident, ai-je demandé. Pour quiconque en dehors de ta famille. Absolument. Elle a remué son thé pensivement. La première fois que je vous ai rencontré à ta cérémonie de doctorat, je les ai regardés rejeter ta réussite puis te blâmer pour ne pas avoir réservé un meilleur restaurant pour le dîner. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Avoir une perspective extérieure validant mon expérience était à la fois réconfortant et douloureux. Pendant si longtemps, j'avais douté de mes propres perceptions, me demandant si peut-être j'étais trop sensible ou si j'étais vraiment le problème. L'évaluation lucide de Laurence de ma dynamique familiale m'a aidé à m'ancrer dans ma décision. Cette première semaine fut un étrange mélange de deuil et de libération. J'ai pleuré non pas pour la famille que j'avais laissée derrière moi, mais pour la famille que je n'avais jamais eue. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait désespérément essayé de gagner un amour qui ne serait jamais donné librement. Pour l'adolescente qui avait appris à se faire petite pour éviter les critiques. Pour la jeune femme qui avait réussi académiquement dans une tentative inconsciente de gagner enfin l'approbation de ses parents. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà dû laisser des membres de votre famille toxique derrière vous, vous connaissez ce deuil étrange, pleurant la relation que vous méritiez plutôt que celle que vous aviez. C'est comme une douleur fantôme pour quelque chose qui n'a jamais vraiment été là. Laissez tomber un cœur dans les commentaires si vous avez ressenti ce genre particulier de perte et abonnez-vous si vous voulez suivre le reste de mon chemin vers la guérison. Laurence m'a mise en contact avec le Dr Chen, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux et l'éloignement. Lors de notre première séance, elle m'a aidé à comprendre la dynamique familiale qui avait façonné mon expérience. Ce que vous décrivez est un rôle de bouc émissaire classique, a expliqué le Dr Chen. Les systèmes familiaux dysfonctionnels désignent souvent un membre pour porter le blâme des problèmes de l'ensemble du système. Ce n'est pas aléatoire. Habituellement, c'est le membre de la famille qui menace le statu quo d'une manière ou d'une autre, souvent le membre le plus honnête émotionnellement ou le plus indépendant. Au cours des semaines suivantes, j'ai assisté à 2 fois par semaine à la thérapie, déballant des décennies de gazage et de manipulation émotionnelle. Le Dr Chen m'a aidé à voir que le traitement de ma famille n'était pas de ma faute, et que la clarté que j'avais trouvée dans cet hôpital ce jour-là, était le résultat de ma santé inhérente, pas d'une quelconque déficience, comme ma famille l'avait toujours laissé entendre. Tout en travaillant à travers ces révélations émotionnelles, j'ai également pris des mesures pratiques pour établir ma nouvelle vie. Après une semaine chez Laurence, j'ai trouvé un petit mais charmant appartement à Portland, Maine,
assez loin de Québec pour minimiser les rencontres accidentelles avec la famille ou leur cercle social. Mais assez proche pour maintenir les connexions professionnelles que j'avais travaillé dur pour construire. L'appartement était dans une vieille usine textile convertie avec des murs de briques apparentés de grandes fenêtres. Il avait du caractère et de l'histoire, contrairement à la perfection stérile des maisons de mes parents. J'ai signé un bail de 6 mois, le premier engagement majeur envers ma nouvelle vie indépendante. J'ai postulé pour un poste de chercheuse dans un petit institut mais respecté à Portland spécialisé dans les études sur les traumatismes. Pendant l'entretien, j'ai parlé avec confiance de mon travail sans l'éditeur interne constant qui avait auparavant surveillé chaque mot pour une critique familiale potentielle. La directrice, Dr Abigail Montgomery, semblait impressionnée par mon dossier de publication et m'a offert le poste sur le champ avec la liberté de continuer mes recherches sur les systèmes familiaux et la résilience psychologique. Chaque jour apportait de petites victoires dans la récupération de mon identité. J'ai peint les murs de mon appartement d'une couleur bleu sarcelle profonde que ma mère aurait qualifiée de cherchant l'attention. J'ai acheté des meubles confortables basés uniquement sur ce qui m'attirait, pas sur ce qui impressionnerait les visiteurs. J'ai adopté un chat de sauvetage et l'ai nommé Einstein, malgré les déclarations fréquentes de mon père selon lesquelles les animaux de compagnie étaient des complications inutiles. J'ai redécouvert des passe-temps que j'avais abandonnés il y a des années à cause du mépris de ma famille. J'ai rejoint un studio de poterie local, me souvenant comment mon intérêt adolescent pour la céramique avait été interrompu lorsque ma mère s'était plainte que l'argile sous mes ongles n'était pas féminine. J'ai commencé à faire de la randonnée les week-ends, une activité que mon père avait déclarée une perte de temps qui pourrait être consacrée au réseautage. L'ajustement le plus difficile a été d'apprendre à prendre des décisions sans anticiper le blâme. Pendant des années, chaque choix que je faisais était filtré à travers l'objectif, comment ma famille va-t-elle utiliser cela contre moi? Maintenant, avec ce filtre retiré, je me suis parfois retrouvé paralysé par de simples décisions comme quoi manger pour le dîner ou quel film regarder. Le Dr Chen m'a aidé à reconnaître ces moments comme des opportunités de me connecter à mes préférences authentiques. Demande-toi ce que tu veux, pas ce qu'il serait plus sûr de vouloir, a-t-elle suggéré. Progressivement, ces moments sont devenus moins fréquents à mesure que je renforçais ma connexion avec mon vrai moi. 3 semaines après ma nouvelle vie, j'ai réalisé que j'avais passé une journée entière sans penser à la réaction potentielle de ma famille à mes actions. Ce soir-là, j'ai célébré cette étape en commandant à emporter d'un restaurant thaïlandais, une cuisine que ma mère avait toujours déclarée trop exotique, et en la mangeant directement du contenant tout en regardant un documentaire sur les créatures des grands fonds marins. Un sujet que mon père avait une fois qualifié d'académiquement inutile. Ma vie professionnelle a commencé à s'épanouir sans le courant sous-jacent constant de la critique familiale. Mes recherches sur les facteurs de résilience chez les survivants de traumatismes familiaux ont suscité une attention positive de la part de collègues dans le domaine. J'ai été invité à contribuer à un manuel sur la thérapie des systèmes familiaux, une opportunité qui aurait été minimisée et rejetée à la table du dîner de la famille Morel, mais célébrée autour d'un café avec mes nouveaux collègues. Ma voisine de l'appartement d'à côté, Madame May, une graphiste avec un esprit vif et un talent pour faire des raviolis maison, est devenue une amie. Contrairement à mes interactions avec ma famille, notre amitié était basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour la vie de l'autre. Lorsque je partageais certaines de mes réussites avec elle, elle répondait avec un enthousiasme authentique plutôt qu'une comparaison compétitive. C'est incroyable à quelle vitesse tu t'es établi ici, a dit May un soir alors que nous partagions le dîner sur mon petit balcon. Tu as l'air tellement plus détendu que lorsque tu es arrivé. J'ai réalisé qu'elle avait raison. La tension perpétuelle que je portais sur mes épaules s'était atténuée. La surveillance minutieuse de mes expressions faciales et de mon ton, habitude développée au fil des années où mes réactions étaient utilisées contre moi, commençait à disparaître. Je commençais à prendre de la place dans ma propre vie sans m'excuser. Tout au long de cette période de transformation, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de mes parents exigeant des explications. Pas de message manipulateur d'Héloïse. Pas de message de vérification plein de jugement de Fanny. Leur silence confirmait ce que j'avais toujours soupçonné mais avais eu peur d'admettre pleinement. Je n'avais compté pour eux que dans mon rôle de bouc émissaire, pas en tant que fille ou sœur. Le système familial se réorganisait sans moi, trouvant de nouvelles façons de distribuer le blâme et de maintenir leur illusion de perfection. Le silence était à la fois une validation et une perte finale. Preuve absolue que j'avais pris la bonne décision, mais aussi confirmation que ce que j'avais tant désiré n'avait jamais existé. Il n'y avait jamais eu d'amour caché sous la critique, aucune vraie connexion en attente d'être découverte,
si seulement j'essayais assez fort ou devenais assez bonne. La révélation était à la fois libératrice et solitaire. Alors que la 3e semaine de ma nouvelle vie touchait à sa fin, je me tenais à la fenêtre de mon appartement regardant un orage d'été rouler sur l'horizon de Portland. La foudre illuminait le port en éclairs brefs et brillants, et j'ai pensé au pouvoir de la clarté soudaine. Comment en un instant tout peut être illuminé, révélant des vérités qui étaient toujours présentes mais cachées dans l'obscurité. Dans cette chambre d'hôpital il y a un mois, j'avais fait l'expérience d'une telle clarté. Maintenant, avec chaque jour de liberté qui passait, j'apprenais à faire confiance à la lumière. 3 semaines après mon départ, Julien m'a envoyé un SMS. J'avais été surprise de ne pas avoir de ses nouvelles plus tôt, mais son message expliquait le délai. J'ai essayé de tout comprendre. Pouvons-nous parler? J'ai accepté un appel téléphonique, plus curieuse que toute autre chose de savoir quel récit ma famille avait construit en mon absence. Quand il a appelé ce soir-là, sa voix semblait tendue. Ils disent que tu as fait une sorte de crise, a-t-il commencé sans préambule. Ton père pense que la pression de ton poste de chercheuse t'a rattrapé. Je n'étais pas surprise. Et toi, qu'en penses-tu, Julien? Il y eut une longue pause. Je ne sais pas quoi penser. Tout s'est passé si vite. 1 minute, nous étions tous à la maison du lac et l'instant d'après, Héloïse était blessée et tu étais parti. Ta famille a une explication très cohérente. Je suis sûr qu'ils l'ont, ai-je répondu calmement. Ils ont eu beaucoup de pratiques. Au cours de l'heure suivante, Julien a dépeint ce qui s'était passé après mon départ. Selon lui, la réaction initiale de ma famille a été dédaigneuse. Ta mère n'arrêtait pas de dire que tu étais dramatique comme d'habitude et que tu reviendrais une fois que tu t'occuperais de toi. Héloïse, prévisiblement, profitait de sa légère blessure à fond. Elle avait insisté pour utiliser des béquilles même si le médecin disait qu'elles n'étaient pas nécessaires et avait publié des mises à jour pitoyables sur les réseaux sociaux sur sa guérison d'un traumatisme. Les sections de commentaires étaient remplies de messages de soutien, dont beaucoup faisaient subtilement allusion à mon rôle supposé dans sa blessure. Tes parents ont passé quelques appels à ton appartement à Boston, a poursuivi Julien. Quand ils n'ont pas pu te joindre, ils semblaient plus agacés qu'inquiets. Ton père a dit quelque chose à propos de toi qui fait toujours tout tourner autour de toi. Fanny avait apparemment pris le contrôle du récit, disant à la famille élargie et aux amis que j'avais une crise de santé mentale et qu'ils me donnaient de l'espace pour obtenir l'aide dont j'avais besoin. La sous-entendue était claire. Mon absence était encore un autre problème que j'avais créé, une autre façon dont j'avais perturbé l'harmonie familiale. Julien a décrit un dîner inconfortable chez mes parents une semaine après mon départ. Ils m'ont invité, je pense, pour obtenir des informations sur où tu aurais pu aller. Quand j'ai dit que je ne savais vraiment pas, la conversation est devenue tendue. La partie la plus étrange était à quel point ils te mentionnaient peu. C'était comme s'ils évitaient activement de prononcer ton nom. Ce détail ne m'a pas surprise. Mon absence avait créé un vide dans leur système familial. Sans le bouc émissaire désigné, les tensions n'avaient nulle part où aller. Ils essayaient de maintenir l'illusion que tout allait bien, que mon départ n'était qu'un autre acte d'égoïsme plutôt qu'un symptôme de leur dysfonctionnement. Alors que Julien continuait de partager des observations de ses interactions avec ma famille, un schéma a émergé. Sans moi là pour absorber le blâme, des fissures apparaissaient dans la façade de la famille Morel. Le mari d'Héloïse, Théo, avait apparemment atteint sa limite. Il est parti 3 jours après toi, a rapporté Julien. Quelque chose à propos du fait de voir enfin clairement la dynamique familiale sans toi comme tampon. Héloïse reste chez tes parents depuis lors. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour Théo. En tant que beau-frère, il avait probablement été isolé du pire du dysfonctionnement familial par ma présence. Avec moi parti, il aurait été le prochain sur la liste pour le blâme. Plus surprenant, l'entreprise de mon père souffrait. Son partenaire commercial de longue date, Gérard Tremblay, s'était retiré d'un projet de développement majeur sur lequel il travaillait depuis des mois. Ton père était furieux, a dit Julien. Il n'arrêtait pas de dire que Gérard l'avait trahi, mais d'après ce que j'ai compris, Gérard avait des inquiétudes concernant la stabilité de ton père après avoir été témoin d'une interaction familiale à l'hôpital. Ma mère avait du mal à maintenir son statut social sans son récit de famille parfaite. Elle a dû annuler l'accueil du déjeuner de charité d'été. Julien a rapporté que la raison officielle était des rénovations dans la maison, mais Héloïse a laissé entendre que certains membres du comité posaient des questions gênantes à mon sujet. La vie de carte postale de Fanny montrait également des fissures.
Ses enfants avaient posé des questions sur leur tante disparue, des questions auxquelles elle ne pouvait répondre sans perturber le récit familial. Elle semblait vraiment tendue quand elle en a parlé, a noté Julien, comme si elle n'était pas sûre de l'histoire à raconter. Alors que Julien partageait ces détails, je n'ai ressenti aucune satisfaction dans leurs difficultés. Ce n'était pas la vengeance que j'avais recherchée. Je voulais simplement la liberté d'un rôle qui me détruisait. Leur lutte était la conséquence naturelle d'un système dysfonctionnel perdant sa soupape de sécurité. Vers la fin de notre conversation, le ton de Julien a changé. Je dois être honnête avec toi, Aurélie. Je ne pense pas pouvoir gérer d'être pris au milieu de ce drame familial. Tu es une femme incroyable, mais cette situation est trop compliquée pour moi. J'ai apprécié son honnêteté, sinon son courage. Je comprends, Julien. Merci de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, je lui ai envoyé un bref courriel. Merci pour ton honnêteté. Je te souhaite le meilleur. C'était une rupture nette sans colère ni récrimination. La relation avait été importante pour moi, mais je reconnaissais maintenant que j'avais besoin de quelqu'un qui resterait fermement à mes côtés, qui ne vacillerait pas au premier signe de pression familiale. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réfléchi aux informations partagées par Julien. Le système familial Morel subissait les conséquences de la perte de son bouc émissaire. Sans moi là pour absorber le blâme, ils étaient forcés de faire face à leur propre dynamique et responsabilité ou les problèmes qu'ils m'avaient attribués pendant des années. Le comportement dramatique d'Héloïse, les niveaux de stress de mon père, l'anxiété sociale de ma mère, les tensions conjugales de Fanny continuaient ou même s'aggravaient en mon absence, révélant la vérité que je n'en avais jamais été la cause. Je n'ai ressenti ni joie ni chagrin face à leur lutte. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de confirmation. Mon départ avait été nécessaire non seulement pour mon bien-être, mais comme la seule réponse véridique à une vie de faux récits. Comme le docteur Chen l'avait dit lors d'une de nos séances, parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire dans un système dysfonctionnel est de le quitter. Votre absence crée de l'espace pour la vérité, même si cette vérité est douloureuse. Alors que la 4e semaine de ma nouvelle vie commençait, j'étais plus certaine que jamais d'avoir fait le bon choix. La famille Morel continuerait sa danse de projection et de déni, mais je n'étais plus une participante. J'écrivais une nouvelle histoire maintenant, une basée sur la vérité et la connexion authentique plutôt que sur des rôles assignés et des illusions maintenues. Exactement un mois après avoir quitté cette chambre d'hôpital, mon téléphone s'est illuminé d'appels provenant de numéros inconnus, 3 appels en l'espace de 10 minutes, tous de différents indicatifs régionaux de Québec. J'ai regardé sonner jusqu'à la messagerie vocale sans répondre. 20 minutes plus tard, ma boîte de réception de courriel a commencé à se remplir de messages de membres de la famille, y compris des adresses que je n'avais pas vues depuis des années, des cousins éloignés, la sœur de mon père que je connaissais à peine, même la colocataire de dortoir de ma mère. J'ai appelé Laurence immédiatement. Ils ont trouvé un moyen de me contacter. Vas-tu répondre ? M'a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut savoir ce qui s'est passé, mais j'ai peur d'être ramené. Quoi que tu décides, assure-toi que ce soit à partir d'une position de force, pas de culpabilité, m'a-t-elle conseillé. Tu as travaillé trop dur ce mois-ci pour redevenir leur régulatrice émotionnelle. J'ai décidé de ne pas répondre immédiatement. Au lieu de cela, je suis allé à ma séance de thérapie prévue avec le docteur Chen, apportant des impressions des courriels que j'avais reçus. Ces messages ont un thème commun, a observé le docteur Chen en les examinant. Ils véhiculent tous l'urgence sans détails spécifiques. C'est souvent une tactique de manipulation, créant un sentiment d'urgence pour contourner les limites. Elle avait raison. Les courriels contenaient des phrases comme « urgence familiale » et « besoin de vous parler immédiatement », mais n'offraient aucune information concrète qui me permettrait d'évaluer la situation réelle. Puis, pendant que nous parlions, un courriel est arrivé de Harriet Collins, une amie de la famille qui avait toujours été gentille avec moi et qui avait peu à gagner à participer au drame de la famille Morel. L'objet était direct. La vérité sur ce qui se passe avec ta famille. Avec le soutien du docteur Chen, j'ai ouvert le courriel. Chère Aurélie, j'espère que ce message vous trouve bien. J'ai hésité à vous contacter, mais je crois que vous méritez de savoir ce qui se passe. L'histoire qu'Héloïse a racontée concernant son accident s'est effondrée. Une infirmière de l'hôpital a surpris sa vantardise à une amie au téléphone sur la façon dont elle avait totalement convaincu tout le monde que tu l'avais poussée. Confrontée par le personnel de l'hôpital au sujet du dépôt potentiel d'un faux rapport,
elle a admis qu'elle était tombée délibérément. Théo a demandé le divorce la semaine dernière, citant le mensonge pathologique et la manipulation dans les documents. Il a été assez ouvert sur le schéma de tromperie d'Héloïse et le comportement d'habilitation de ta famille. L'entreprise de ton père est en sérieuse difficulté. Gérard Tremblay non seulement s'est retiré de leur projet actuel, mais a parlé à d'autres investisseurs de ses préoccupations concernant le jugement de ton père après avoir été témoin de son comportement à l'hôpital. La famille Tremblay est une pierre angulaire des affaires de Québec depuis des générations, et les paroles de Gérard ont beaucoup de poids. Ta mère a eu ce que l'on ne pourrait décrire que comme une crise lors de la réunion du comité de bienfaisance du club de golf de Val-Fleury. Lorsque Judith Dumont a innocentement posé des questions sur toi, ta mère a commencé à crier au sujet de la loyauté familiale et des enfants ingrats. Marguerite Picard, qui préside le comité depuis 15 ans, lui a demandé de démissionner de ses fonctions jusqu'à ce qu'elle règle ses problèmes personnels. Le mariage de Fanny montre également des fissures. Bradley a emménagé dans leur maison d'amis, ostensiblement pour la confidentialité du travail. Mais les gens l'ont vu avec une collègue plus jeune de son cabinet. Plus important encore, ta famille a commencé à se retourner les uns contre les autres. Sans toi là pour absorber le blâme, ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Ton père blâme ta mère pour avoir couvé Héloïse. Ta mère blâme Fanny pour avoir fixé des normes impossibles. Fanny blâme tes parents pour avoir créé ce désordre avec leur façon d'élever les enfants. Et Héloïse, bien sûr, blâme tout le monde sauf elle-même. Je pensais que tu devrais savoir que beaucoup d'entre nous qui avons regardé depuis la périphérie pendant des années avons vu la vérité de ta situation. Tout le monde n'a pas cru le récit que ta famille a construit à ton sujet. Prends soin de toi, Aurélie. Parfois, le plus grand acte d'amour est de te protéger de ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas reconnaître leur propre comportement nuisible. Sincèrement, Harriet Collins. Je suis restée assise en silence après avoir lu le courriel. Des sentiments me submergeant par vagues. Validation. Tristesse. Un étrange sentiment de soulagement et quelque chose approchant la clôture. Comment te sens-tu ? M'a demandé doucement le docteur Chen. Comme si quelqu'un m'avait enfin vu, ai-je répondu, ma voix ferme malgré l'émotion derrière elle. Au cours des heures suivantes, les messages vocaux et les courriels ont continué à augmenter en urgence. Le message de mon père était le plus révélateur. Aurélie, ça a assez duré. Ton comportement affecte la réputation de la famille. Nous avons besoin que tu rentres à la maison et que tu nous aides à réparer la situation que tu as créée. Même maintenant, il présentait l'effondrement de la famille comme ma responsabilité. Le message vocal de ma mère était également égocentrique. Chérie, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais nous avons besoin de toi à la maison. Les Picard posent des questions, et je ne sais pas quoi leur dire. Le plus surprenant était un courriel de Fanny contenant la première reconnaissance que j'avais jamais reçue d'un membre de la famille. Liv, je sais que nous n'avons jamais été proches, et c'est en grande partie ma faute. J'ai réfléchi aux choses depuis que tu es parti, et je commence à voir des schémas que je n'avais jamais remarqués auparavant. Je ne dis pas que maman et papa avaient raison ou tort dans la façon dont ils t'ont traité, mais j'aurais dû être une meilleure sœur. La famille s'effondre sans toi. Je sais que ce n'est pas ton problème, mais considérerais-tu revenir à la maison au moins pour une réunion de famille ? Nous devons trouver comment avancer. Et tu as toujours été celle qui comprenait les choses émotionnelles. Même dans sa tentative de réconciliation, Fanny me demandait de reprendre mon rôle de soignante familiale. Elle n'offrait pas une relation basée sur le respect mutuel. Elle demandait mes services en tant que régulatrice émotionnelle pour un système en crise. Héloïse était notablement silencieuse parmi le barrage de communication, peut-être la seule réponse honnête de leur part. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait et réalisait probablement qu'aucune manipulation ne fonctionnerait sur moi. Maintenant, le contact le plus inattendu venait de mon ancienne thérapeute familiale, le docteur Robert, qui nous avait vus brièvement lorsque j'étais adolescente avant que mes parents n'interrompent les séances parce qu'elles étaient inutilement envahissantes. Chère Aurélie, j'espère que vous vous souvenez de moi des séances familiales que vos parents ont organisées il y a des années. Bien que je ne devrais normalement pas contacter un ancien client, je suis préoccupé par la dynamique que j'observe dans votre système familial suite à votre départ. Vos parents ont programmé une séance d'urgence, sous prétexte de discuter de la façon de vous aider avec vos problèmes, mais il est devenu clair pour moi que le système familial lutte pour se réorganiser sans son bouc émissaire désigné. Je veux que vous sachiez que je reconnais le rôle qu'on vous demandait de jouer, même à l'époque.
J'ai essayé d'y remédier, ce qui est probablement la raison pour laquelle vos parents ont mis fin à la thérapie si rapidement. Tout ce que vous faites maintenant pour établir des limites saines est un travail courageux. Si vous souhaitez une référence à un collègue dans votre région spécialisé en éloignement familial et en rétablissement, veuillez me le faire savoir. Prenez soin de vous, docteur. Robert Marcus. Lire cette validation professionnelle de ce que j'avais vécu m'a fait monter les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais du soulagement profond d'être vue et comprise. Alors que les appels et les messages continuaient toute la journée, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi ressentait une ombre de satisfaction que la vérité émergeait enfin. Une autre partie ressentait une tristesse sincère pour la douleur que ma famille éprouvait, même si c'était la conséquence naturelle de leurs propres actions. Mais surtout, je ressentais une résolution renforcée de maintenir les limites que j'avais établies. J'ai apporté ces sentiments compliqués à ma prochaine séance avec le docteur Chen. Je me sens coupable, ai-je admis, non pas d'être parti, mais de ne pas me sentir plus mal pour leur souffrance. C'est une réaction courante, m'a-t-elle assuré. Vous avez été conditionné toute votre vie à prioriser leurs émotions sur les vôtres. Le fait que vous puissiez reconnaître leur douleur tout en maintenant vos limites est un signe de santé, pas de froideur. Nous avons discuté pour savoir si je devais répondre à l'un des messages. Qu'est-ce qui servirait votre processus de guérison? M'a demandé le docteur Chen. Pas ce qui les aiderait, ni ce qui serait attendu de vous, mais ce qui soutiendrait votre voyage? Après mûre réflexion, j'ai décidé de maintenir mon silence. Répondre maintenant, alors qu'ils étaient en crise et cherchaient quelqu'un pour stabiliser leur système, ne ferait que renforcer la dynamique que j'avais travaillé si dur pour échapper. S'il devait y avoir une communication saine entre nous, elle devrait se produire après qu'ils aient fait leur propre travail, et non en réaction à leur inconfort face aux conséquences de leur comportement. Ce soir-là, j'ai reçu un colis inattendu livré par coursier. L'adresse de retour indiquait qu'il venait de Northampton, Massachusetts, la ville où ma grand-mère Jeannette avait vécu avant de mourir il y a 5 ans. Curieuse et légèrement appréhensive, je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvait une collection de journaux, de lettres et une petite boîte en bois. Sur le dessus se trouvait une enveloppe adressée à moi avec une écriture que je ne reconnaissais pas. La lettre à l'intérieur expliquait tout. Chère Aurélie, vous ne me connaissez pas, mais j'étais une amie chère de votre grand-mère, Jeannette, depuis plus de 50 ans. Mon nom est Margaret Dubois. Jeannette a laissé ces objets sous ma garde avant de mourir avec des instructions explicites de vous les envoyer si certaines circonstances se présentaient. Elle a dit, si Aurélie trouve un jour la force de quitter cette situation toxique, elle aura besoin de ceci pour comprendre qu'elle n'est pas seule. J'ai suivi ta famille à travers des connaissances mutuelles au fil des ans. Quand j'ai entendu parler des événements récents, j'ai su qu'il était temps de remplir ma promesse à Jeannette. Elle a tout vu, Aurélie. Elle a essayé d'intervenir de nombreuses fois, mais a été écartée par tes parents pour ses efforts. Ces journaux et lettres expliqueront bien plus que ce que je peux dire. Jeannette t'aimait profondément et a reconnu en toi la même force et la même clarté qu'elle possédait. Si tu souhaites parler, mes coordonnées sont jointes. Avec soin, Margaret Dubois. J'ai veillé toute la nuit à lire les journaux de ma grand-mère, des larmes coulant sur mon visage alors que je découvrais une vérité qui m'avait été cachée toute ma vie. Les journaux de grand-mère Jeannette remontaient à avant ma naissance. Les premières entrées détaillaient ses inquiétudes concernant la façon dont ma mère élevait Fanny, notant un schéma troublant de projection et d'attachement malsain. Quand je suis arrivé 3 ans plus tard, son écriture prenait un ton plus urgent. 12 mai 1995. Hélène a décidé que la petite Aurélie, âgée de seulement 2 ans, est délibérément difficile. J'ai regardé aujourd'hui comment Aurélie tendait simplement la main vers un jouet que Fanny avait jeté, seulement pour qu'Hélène la réprimande pour avoir toujours pris ce qui ne lui appartient pas. Richard a soutenu Hélène, bien sûr. J'ai essayé de souligner que le jouet avait été abandonné, mais Hélène m'a lancé ce regard qui dit que je devrais me mêler de mes affaires. Je crains qu'il ne soit déjà en train de désigner cet enfant à un rôle qui façonnera toute sa vie. Alors que je lisais entrée après entrée, un schéma a émergé. Grand-mère Jeannette avait reconnu la dynamique de bouc émissaire depuis le tout début et avait tenté à plusieurs reprises d'intervenir, pour n'être progressivement exclue du cercle intérieur de la famille pour ses efforts. 18 novembre 2000. Richard m'a explosé dessus aujourd'hui quand j'ai suggéré qu'Aurélie n'était peut-être pas entièrement à blâmer pour la vitre cassée. J'ai vu Héloïse lancer la balle à l'intérieur plus tôt, mais quand le crash est survenu, elle a immédiatement désigné sa sœur. Au lieu d'enquêter,
Richard a renvoyé Aurélie dans sa chambre sans dîner. Quand j'ai essayé de parler, il m'a dit que je minais leur parentalité et a suggéré qu'il vaudrait mieux que je raccourcisse ma visite. J'ai peur pour Aurélie. À 7 ans, elle développe déjà ce regard attentif que je reconnais de ma propre enfance. La révélation la plus choquante est venue dans une série d'entrées datant de mon adolescence, 3 avril 2008. J'ai pris une décision aujourd'hui. Je ne peux pas changer la façon dont Richard et Hélène parent, mais je peux m'assurer qu'Aurélie ait des ressources quand elle sera plus âgée. J'ai parlé à mon avocat pour mettre en place une fiducie spécialement pour elle. Richard et Hélène seront furieux quand ils apprendront que je n'ai pas divisé ma succession également entre les petites filles, mais j'ai vu comment ils contrôlent Fanny et Héloïse par des moyens financiers. Aurélie aura besoin d'indépendance si elle veut un jour se libérer du rôle qu'ils lui ont assigné. Accompagnant les journaux se trouvait une lettre de l'avocat de ma grand-mère datée d'à peine un mois après sa mort. Elle était adressée à moi, mais n'avait clairement jamais été livrée. Chère Madame Morel. En tant qu'exécuteur de la succession de Jeannette Morel, il est de mon devoir de vous informer de la fiducie établie en votre nom. Le compte contient 175 000 $ canadiens à vous être disponible à l'âge de 25 ans ou à la fin de vos études supérieures, selon la première éventualité. Votre grand-mère a été explicite que cette information devait vous être communiquée directement, et non par l'intermédiaire de vos parents. Si vous n'avez pas reçu cette lettre, veuillez contacter notre bureau immédiatement. Sincèrement, Jonathan Valois, exécuteur. J'avais 29 ans. La fiducie était disponible pour moi depuis des années, mais je n'en avais jamais été consciente. Les mains tremblantes, j'ai trouvé une lettre plus récente dans le paquet, de nouveau de Jonathan Valois. Chère Madame Morel, il a été porté à notre attention que vous n'avez peut-être pas reçu nos communications précédentes concernant la fiducie de votre grand-mère. Margaret Dubois nous a informé de votre situation actuelle et nous sommes prêts à transférer les fonds immédiatement après vérification de votre identité. Le montant initial a augmenté avec les intérêts pour atteindre environ 227 000 $ canadiens. Veuillez contacter notre bureau dès que possible pour organiser le transfert. Sincèrement, Jonathan Valois. Parmi les papiers se trouvait une petite collection de photos que je n'avais jamais vues auparavant, ma grand-mère à ma remise de diplôme de lycée, assise tout au fond pour que mes parents ne la remarquent pas. Jeannette me regardant depuis sa voiture alors que je recevais un prix scientifique en première année. Une photo de moi donnant mon discours de major de promotion prise depuis l'extrême bord de l'auditorium. Elle avait été là pour tous ces moments, me soutenant silencieusement alors que mes propres parents avaient trouvé des excuses pour ne pas y assister. La boîte en bois contenait une dernière surprise, une lettre de ma grand-mère adressée à moi, datée de quelques semaines seulement avant sa mort. Ma plus chère Aurélie, si tu lis ceci, alors tu as trouvé la force que j'ai toujours su que tu possédais. Je t'ai regardé grandir pour devenir une jeune femme extraordinaire malgré le fardeau injuste placé sur tes épaules dès ton plus jeune âge. Ce que tu as vécu a un nom, le bouc émissaire familial. Je le reconnais parce que je l'ai vécu moi-même. Ma propre mère m'a sélectionné pour le même rôle que celui que tu as été assigné tandis que ma sœur Ruth était l'enfant d'or. Le schéma se répète à travers les générations à moins que quelqu'un ne trouve le courage de le briser. J'ai essayé de te protéger. Chaque fois que je parlais, j'étais repoussé plus loin du cercle familial jusqu'à ce que mon accès à toi soit sévèrement limité. C'est pourquoi je suis apparue absente pendant une grande partie de ta vie, non pas par manque d'amour, mais parce que l'on m'a délibérément tenu à l'écart après chaque tentative d'intervention. L'argent que je te laisse n'est pas seulement un soutien financier, mais une clé de la liberté. Utilise-le pour construire la vie que tu mérites. Libre des contraintes d'un rôle que tu n'as jamais demandé à jouer. Sache ceci, il n'y a rien de mal avec toi. Il n'y en a jamais eu. Tu as été sélectionné non pas pour une quelconque déficience, mais parce que ta force, ton intelligence et ton intégrité menaçaient un système familial construit sur le déni et la projection. Je te vois, Aurélie. Je t'ai toujours vue avec tout mon amour, grand-mère Jeannette. La révélation que ma grand-mère avait non seulement reconnu ma situation, mais avait activement essayé de m'aider et avait été repoussée pour ses efforts, était à la fois déchirante et guérissante. Je n'avais pas été seul. Après tout, quelqu'un dans ma famille m'avait aimé exactement pour qui j'étais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vérifié l'existence de la fiducie et organisé le transfert. Cette sécurité financière inattendue a amplifié mon sentiment de possibilité. Je pouvais maintenant envisager des options qui semblaient auparavant peu pratiques, acheter une petite maison au lieu de louer, prendre le temps d'écrire le livre sur les systèmes familiaux que je conceptualisais.
voire démarrer ma propre pratique axée sur l'aide aux autres pour se remettre du bouc émissaire familial. J'ai eu une longue conversation avec Margaret Dubois, l'amie de ma grand-mère, qui a comblé de nombreuses lacunes dans ma compréhension. Ta grand-mère a vu le schéma dès le début, a expliqué Margaret. Elle l'a reconnu parce qu'elle l'avait vécu elle-même. Chaque fois qu'elle essayait d'intervenir, tes parents restreignaient son accès à toi et à tes sœurs. Le collier en émeraude qu'elle t'a donné. C'était celui de sa mère, le seul membre de la famille qui lui avait montré de la gentillesse. Elle voulait que tu aies ce lien avec un meilleur héritage. Apprendre ce schéma intergénérationnel m'a aidé à contextualiser mon expérience dans un cadre plus large. Il ne s'agissait pas seulement de moi ou même seulement de ma famille immédiate. Il s'agissait d'un schéma dysfonctionnel qui avait été transmis à travers les générations. Un schéma que j'avais maintenant la conscience et les ressources pour briser. J'ai plongé plus profondément dans la recherche sur le bouc émissaire familial, reliant mes connaissances professionnelles à mon expérience personnelle d'une manière que j'avais toujours inconsciemment évitée. J'ai trouvé des études montrant que les enfants boucs émissaires étaient souvent les membres les plus intelligents émotionnellement ou les plus véridiques de leur famille, des qualités qui menaçaient le récit préféré de la famille. Par des recherches plus approfondies, suscitées par les documents dans les papiers de ma grand-mère, j'ai découvert que mes parents avaient également caché l'existence d'un fonds universitaire que mes grands-parents paternels avaient établi pour chaque petit enfant. Fanny et Héloïse avaient reçu leur part, mais on m'avait dit à plusieurs reprises que je devais financer mes propres études parce que l'argent n'était tout simplement pas là. Cette tromperie financière expliquait l'important endettement étudiant que j'avais accumulé alors que mes sœurs avaient obtenu leur diplôme sans dette. J'ai consulté un avocat spécialisé dans les litiges financiers. Bien que j'aie des motifs juridiques pour poursuivre le fonds universitaire détourné, j'ai décidé de ne pas engager de poursuite pour le moment. Le coût émotionnel d'un engagement dans une bataille prolongée avec ma famille dépassait le recouvrement financier potentiel. J'avais la fiducie de grand-mère Jeannette maintenant, et avec elle la liberté de prendre des décisions basées sur ce qui soutiendrait ma guérison plutôt que sur ce à quoi j'avais légalement droit. Avec cette nouvelle sécurité financière, j'ai mis un acompte sur un petit bungalow artisanal dans un quartier calme de Portland. La maison avait besoin de quelques travaux, mais elle avait du caractère et un petit jardin, quelque chose que j'avais toujours voulu, mais que mon père, pragmatique, m'avait dit être peu pratique. J'ai accepté le poste à temps plein à l'Institut de recherche, me concentrant spécifiquement sur les facteurs de résilience chez les adultes se remettant de traumatismes familiaux infantiles. Docteur Montgomery était enthousiaste quant à ma direction de recherche proposée, notant qu'elle comblait une lacune importante dans la littérature. Alors que je m'installais dans ma nouvelle maison et ma nouvelle carrière, j'ai écrit une lettre sincère à Margaret Dubois. Chère Margaret, je ne peux pas exprimer adéquatement ce que la réception des journaux et des lettres de ma grand-mère a signifié pour moi. Pendant si longtemps, j'ai cru être complètement seul à voir clairement la dynamique de ma famille. Découvrir que grand-mère Jeannette voyait non seulement la vérité mais essayait de me protéger a été profondément guérissant. Sachez que ces efforts n'ont pas été vains. Les ressources qu'elle m'a laissées ont contribué à assurer mon indépendance et ces mots ont validé mon expérience d'une manière qui a considérablement accéléré mon chemin vers la guérison. Je serai honoré de vous rencontrer en personne un jour quand vous penserez que ce sera approprié. Vous m'avez donné le plus grand cadeau possible, la connexion avec le seul membre de ma famille qui m'a vraiment aimé pour qui je suis. Avec la plus profonde gratitude, Aurélie. En scellant l'enveloppe, j'ai ressenti un sentiment de connexion avec un héritage familial dont je pouvais réellement être fier. Pas la façade de perfection que les Morel projetaient au monde, mais la force et la clarté authentique qui avaient coulé de ma grand-mère à moi. Je ne brisais pas une tradition familiale, mais j'en honorais une. La tradition des femmes qui finissent par trouver le courage de voir clairement et de vivre honnêtement. Les journaux, les lettres et les photographies reposaient maintenant sur une étagère spéciale dans mon nouveau bureau à la maison, un rappel tangible que ma perception était exacte depuis le début. Je n'étais pas folle, trop sensible ou déficiente d'aucune façon. J'étais une enfant placée dans un rôle impossible, et maintenant j'étais une adulte qui avait trouvé la force d'écrire une nouvelle histoire. 3 mois après mon départ, alors que je m'installais dans ma nouvelle maison et ma nouvelle vie, la confrontation que j'avais tant attendue et redoutée est finalement arrivée. J'étais en train de planter des bulbes à fleurs dans mon petit jardin de devant lorsqu'un VUS noir s'est arrêté sur le trottoir. Même avant que les portes ne s'ouvrent, je savais de qui il s'agissait. La famille Morel m'avait trouvé. Mon père est sorti du côté conducteur, paraissant plus âgé que je ne m'en souvenais. Ma mère est sortie de la porte passager, impeccablement habillée comme toujours, mais avec une tension autour des yeux qui était nouvelle.
Fanny est sortie du siège arrière, son expression illisible. Héloïse était visiblement absente. Je me suis redressé lentement, sécateur de jardin toujours à la main, un calme étrange s'installant en moi. Je savais que ce moment viendrait éventuellement. En fait, je m'y étais préparé avec le docteur Chen. Aurélie a appelé mon père, se dirigeant vers l'allée comme s'il possédait la propriété. C'en est assez. Il est temps de rentrer à la maison. J'ai remarqué que mes voisins de la rue en face regardaient curieusement. Ce n'était pas une conversation que je voulais avoir en public, ni je voulais ces gens dans ma maison, mon sanctuaire. Je n'aurai pas cette conversation dans ma cour avant, ai-je dit calmement. Si vous voulez parler, nous pouvons nous rencontrer au café à 2 pâtés de maison d'ici dans 1 heure. J'amènerai quelqu'un avec moi. Amener quelqu'un? De quoi parles-tu? A exigé ma mère. Nous sommes ta famille. Nous n'avons pas besoin d'étrangers impliqués dans nos affaires privées. C'est ma condition, ai-je répondu, ma voix ferme. Le café à 14 heures avec ma thérapeute présente ou pas du tout? Le visage de mon père s'est assombri d'une colère familière. Maintenant, écoute-moi bien, non, ai-je interrompu, surprenant nous tous. Ce sont mes conditions. Prenez-les ou laissez-les. Je suis entré sans attendre leur réponse, fermant la porte fermement derrière moi. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé le docteur Chen, qui a accepté de nous rencontrer au café. J'ai ensuite envoyé un SMS à Laurence, la tenant au courant de ce qui se passait au cas où j'aurais besoin de renfort. 1 heure plus tard, j'étais assise à une table d'angle du café de la Rive avec le docteur Chen à mes côtés. La famille Morel est arrivée exactement à l'heure, la ponctualité étant l'une des valeurs non négociables de mon père. Alors qu'ils approchaient de notre table, j'ai pu voir qu'ils évaluaient le docteur Chen. Essayant de déterminer combien je lui avais dit et comment ajuster leur performance en conséquence. Aurélie a commencé ma mère alors qu'il s'asseyait, tendant la main pour toucher la mienne. J'ai doucement retiré ma main. Nous étions tellement inquiets, de disparaître comme ça sans un mot. J'ai laissé une note, ai-je dit doucement. Je ne serai plus votre bouc émissaire n'est pas une explication, a coupé mon père. C'est une accusation puérile. Le docteur Chen a observé, il semble qu'Aurélie exprimait une limite concernant son rôle dans le système familial. L'attention de mon père s'est tournée vers elle. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'entendez qu'un seul côté d'une dynamique familiale compliquée. C'est pour ça que je suis ici, a répondu calmement le docteur Chen. Pour observer la dynamique directement. Fanny, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. Liv, nous comprenons que tu avais besoin d'espace, mais de nous couper complètement, de ne même pas nous laisser savoir que tu étais en sécurité, c'était cruel. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant. J'aimerais partager quelque chose avec vous. J'ai posé mon journal d'enfance sur la table. Ceci est l'enregistrement que j'ai tenu de 8 à 16 ans. J'aimerais lire quelques entrées. Avant qu'il ne puisse objecter, j'ai ouvert une page marquée et j'ai commencé à lire. 25 décembre 2006, jour de Noël. Fanny a cassé la figurine en ange de cristal en tendant la main vers sa chaussette. Quand maman est entrée, Fanny a dit que je l'avais renversée en courant. Je n'étais même pas dans la pièce quand c'est arrivé. J'ai été renvoyé dans ma chambre jusqu'au dîner et je n'ai pas pu ouvrir de cadeaux avec tout le monde. Papa a dit que j'avais encore gâché Noël. C'est la 3e année que je suis blâmé pour avoir gâché Noël. J'ai levé les yeux pour voir le visage de ma mère rougi de colère ou d'embarras. Il était difficile de dire lequel. La mâchoire de mon père était figée dans une ligne rigide familière. J'ai continué avec une autre entrée. 30 avril 2009. Héloïse a pris mon projet d'histoire pour le montrer à ses amis et l'a rendu avec des pages manquantes. Quand j'ai montré ça à maman, elle a dit que j'aurais dû le garder où Héloïse ne pouvait pas l'atteindre. Quand j'ai eu un F, papa m'a privé de sortie pour ne pas prendre les études au sérieux. Personne n'a demandé à Héloïse pourquoi elle l'avait pris ou ce qui était arrivé aux pages manquantes. Fanny s'est agitée inconfortablement sur son siège. J'ai choisi une dernière entrée. 18 juillet 2010. Papa m'a crié dessus pendant 1 heure parce que la porte du garage avait été laissée ouverte toute la nuit. Héloïse a admis plus tard qu'elle était la dernière à l'utiliser, mais a dit, ça ne sert à rien de le dire à papa maintenant. Il croit toujours que c'est toi de toute façon. Elle a ri en le disant. J'ai fermé le journal. J'ai des dizaines d'entrées comme celle-ci. Pendant des années,
j'ai documenté le schéma parce que je pensais que si j'avais juste assez de preuves, vous pourriez me croire. Je comprends maintenant que cela n'allait jamais arriver parce que le système familial avait besoin d'un bouc émissaire. Entrée de journal d'enfance. Vraiment, Aurélie? Mon père s'est moqué. Tu as toujours eu un flair pour le dramatique. Ce que j'entends, a interrompu le docteur Chen, c'est qu'Aurélie se sentait constamment incomprise et injustement blâmée au sein du système familial. Tous les enfants se sentent ainsi parfois, a rejeté ma mère. Aurélie a toujours été plus sensible que les autres filles. C'est exactement la dynamique à laquelle je fais référence, a noté le docteur Chen. Quand Aurélie exprime son expérience, elle est redéfinie comme une déficience personnelle au lieu d'être reconnue. La patience de mon père s'épuisait visiblement. Nous ne sommes pas venus ici pour une thérapie familiale. Nous sommes venus ramener Aurélie à la maison et régler ce gâchis en privé. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit clairement. J'ai une maison maintenant, celle-ci. Et j'ai appris autre chose récemment. J'ai sorti la lettre de Jonathan Weiss de mon sac. Saviez-vous quelque chose au sujet de la fiducie de grand-mère Jeannette pour moi? Le silence soudain qui s'est installé chez mes parents a confirmé ce que je savais déjà. Vous le saviez? Non, ai-je continué. Vous le saviez et vous me l'avez délibérément caché, tout comme vous m'avez caché le fonds universitaire de grand-père Morel tout en donnant leur part à Fanny et Héloïse. Ce n'est pas vrai, a commencé mon père, mais sa protestation manquait de conviction. J'ai la documentation, ai-je dit simplement. J'ai parlé aux avocats. Le calme de ma mère s'est finalement fissuré. Votre grand-mère n'avait pas le droit de s'immiscer dans la façon dont nous élevions nos enfants. Elle t'a toujours favorisé, elle a toujours miné notre parentalité. Cet argent aurait dû être divisé équitablement. C'était son argent, maman. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec. Et elle voyait ce qui m'arrivait, ce que vous faisiez, même quand je ne pouvais pas le voir moi-même pleinement. Fanny a paru véritablement choquée. Tu avais une fiducie tout ce temps, et un fonds universitaire, mais tu as contracté tous ces prêts étudiants. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute traverser son visage, comme si elle commençait à réévaluer le récit familial qu'elle avait accepté toute sa vie. Mon père, sentant qu'il perdait le contrôle de la situation, a eu recours à sa tactique la plus efficace, l'ultimatum. Assez de ces bêtises, Aurélie. Tu as un choix à faire maintenant. Tu peux rentrer à la maison avec nous, rejoindre la famille, et nous mettrons cet épisode malheureux derrière nous. Ou tu peux continuer cette rébellion et accepter que tu ne fais plus partie de cette famille. Le café était devenu silencieux, les autres clients observant subtilement le drame se dérouler, le docteur Chen a observé. Cela ressemble à un faux choix qui vous est présenté. Il existe de nombreuses façons de faire partie d'une famille au-delà de la soumission totale ou de l'éloignement complet. Mon père l'a ignoré, ses yeux fixés sur moi. Alors, qu'est-ce que c'est, Aurélie? Es-tu une Morel ou non? J'ai soutenu son regard fermement. Je n'ai pas fait partie d'une vraie famille de toute ma vie. Ce que j'ai été, c'est une cible commode, un dépôt pour le blâme, un rôle plutôt qu'une personne. Je ne rejette pas la famille. Je rejette le dysfonctionnement. Le visage de ma mère s'est effondré en larmes. Mais j'ai reconnu la performance grâce à des années d'expérience. C'étaient des larmes conçues pour provoquer la culpabilité et la conformité, pas des expressions d'émotions sincères. Comment peux-tu dire des choses si cruelles, sanglota-t-elle, après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Vous m'avez critiqué, blâmé, diminué et menti. Vous m'avez éloigné du seul membre de la famille qui m'aimait vraiment pour qui je suis. Vous avez volé de l'argent qui m'était spécifiquement laissé. Dites-moi, pourquoi devrais-je être reconnaissante? Mes paroles sont restées en suspens entre nous. Pour peut-être la première fois de ma vie, j'avais dit ma vérité complète à ma famille sans la filtrer à travers la peur ou l'espoir désespéré d'acceptation. Mon père s'est levé brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Viens, Hélène. Fanny, nous partons. Ma mère s'est levée immédiatement, ses larmes s'arrêtant aussi vite qu'elles avaient commencé. Fanny a hésité, regardant entre moi et nos parents avec confusion. Fanny m'a rappelé mon père vivement. Elle s'est levée lentement. Je ne sais plus quoi penser, Liv. Tu n'as pas à décider maintenant, lui ai-je dit doucement. Ma porte est ouverte si tu veux jamais parler, vraiment parler, sans le récit de maman et papa façonnant la conversation.
Mon père a pratiquement traîné ma mère hors du café. Fanny les suivant de près. Par la fenêtre, je les ai regardés monter dans leur VUS et s'éloigner. La posture rigide de mon père visible même de loin. Le docteur Chen a posé une main douce sur mon épaule. « Comment te sens-tu » ? Étonnamment bien, ai-je réalisé. J'avais redouté cette confrontation pendant des mois, mais maintenant que c'est arrivé, je me sens libre. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, l'un des baristas s'est approché de notre table. Je suis désolé. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de cela. Je voulais juste dire, vous êtes vraiment courageuse. Je l'ai remercié, touché par cette petite gentillesse d'une étrangère qui avait été témoin d'un moment charnière de ma vie. Ce soir-là, alors que j'étais assise sur mon porche à regarder le coucher du soleil, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Fatigué, j'ai répondu, Aurélie, c'est Héloïse. De toutes les personnes que je m'attendais à entendre après la confrontation au café, ma sœur cadette était la dernière sur la liste. Héloïse, comment as-tu eu ce numéro ? Fanny me l'a donné. Elle m'a dit qu'elle était confuse en ce moment à propos de beaucoup de choses. Il y eut un silence inconfortable avant qu'elle ne continue, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je ne suis pas venu avec eux aujourd'hui parce que je ne pouvais pas te faire face. Pas après ce que j'ai fait à la maison du lac. Tu veux dire quand tu es délibérément tombé et que tu m'as accusé de t'avoir poussé ? Oui, a-t-elle dit doucement. Ça et tout le reste. Toutes les fois où je t'ai accusé pour des choses que j'ai faites. Toutes les fois où je t'ai regardé te faire punir pour mes erreurs et n'ai rien dit. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, n'ayant jamais attendu de reconnaissance de la part d'Héloïse, encore moins ce qui ressemblait à un remords sincère. Je suis en thérapie maintenant, a-t-elle continué. Après que Théo soit parti, j'ai dû regarder certaines choses sur moi-même. Et puis quand toi aussi tu es parti et que tout a commencé à tomber en morceaux, j'ai réalisé que je n'aimais pas qui j'étais devenu. Pourquoi me dis-tu ça, Héloïse ? Elle a expiré brusquement. Pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas. Juste pour te dire que tu as eu raison de partir et qu'au moins une personne dans cette famille connaît la vérité sur la façon dont tu as été traité. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une petite fissure dans l'édifice du déni familial qui avait défini mon existence si longtemps. Alors que je raccrochais, je me suis demandé si c'était le début d'un nouveau genre de relation avec au moins un membre de ma famille. Une basée sur la vérité plutôt que sur des rôles assignés et des fictions confortables. 6 mois après avoir quitté cette chambre d'hôpital, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon petit bungalow était devenu une vraie maison avec des murs peints dans des couleurs que j'aimais, des meubles disposés pour le confort plutôt que pour l'apparence, et un jardin florissant qui m'apportait une joie quotidienne. Einstein le chat avait revendiqué le rebord de fenêtre le plus ensoleillé comme son domaine. Sa présence un rappel constant que je n'étais jamais vraiment seul. Ma vie professionnelle s'épanouissait. L'Institut de recherche avait adopté ma concentration sur le rétablissement des traumatismes familiaux et mon article sur les facteurs de résilience chez les survivants adultes du bouc émissaire familial avait été accepté pour publication dans une revue prestigieuse. Dr Montgomery était devenu non seulement une superviseure mais une mentor, reconnaissant la perspective unique que j'apportais à notre domaine. Ton travail résonne auprès de tant de nos collègues, m'a-t-elle dit lors de notre réunion hebdomadaire. Il y a des discussions pour développer un protocole de traitement spécialisé basé sur tes recherches. La fiducie de grand-mère Jeannette avait fourni non seulement une sécurité financière, mais aussi des opportunités que je n'aurais jamais cru possibles auparavant. J'avais démarré une petite fondation offrant des subventions éducatives à de jeunes gens issus de familles dysfonctionnelles, la nommant la Fondation Jeannette Morel en son honneur. Les 3 premiers bénéficiaires avaient été sélectionnés, de jeunes gens brillants et résilients qui me rappelaient moi-même à leur âge, mais qui auraient maintenant le soutien que je n'avais jamais eu. Ma vie personnelle avait commencé à s'épanouir également. J'avais rencontré Daniel, un architecte paysagiste avec des yeux gentils et une manière patiente, lors d'un atelier de jardin communautaire. Notre relation se développait lentement, basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour les pensées et les sentiments de l'autre, un contraste frappant avec les connexions basées sur la performance que j'avais connue dans ma famille. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la famille que j'avais créée autour de moi, non pas de sang, mais de choix. Laurence restait mon amie la plus proche, mais mon cercle s'était élargi pour inclure mes de l'appartement d'à côté, des collègues de l'institut, des membres de mon cours de poterie, et des voisins qui étaient devenus des invités réguliers au dîner.
Ces relations étaient caractérisées par la réciprocité et l'authenticité, des concepts qui étaient totalement absents de mon expérience de la famille. Héloïse et moi maintenions un contact prudent. Elle avait continué la thérapie, s'était séparée de l'influence de nos parents, et vivait indépendamment pour la première fois de sa vie. Nos conversations étaient parfois maladroites, souvent douloureuses, mais toujours honnêtes. Elle faisait le travail difficile d'examiner son rôle dans le système familial et son traitement envers moi, ce que je respectais, même si le pardon complet restait un travail en cours. Ma thérapeute dit que j'étais l'enfant d'or pour ton bouc émissaire, m'a-t-elle dit lors de l'un de nos appels téléphoniques mensuels. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais piégé dans ce rôle aussi, juste d'une manière différente. Mes parents et Fanny avaient maintenu leur position d'indignation juste suite à notre confrontation au café. Ils avaient envoyé une lettre formelle par l'intermédiaire de leur avocat, rien de moins, déclarant qu'ils m'accueilleraient à nouveau dans la famille lorsque je serais prête à m'excuser pour mes accusations et à reprendre mon rôle approprié. J'avais classé la lettre sans répondre, reconnaissant qu'il s'agissait d'une dernière tentative de rétablir la dynamique que j'avais échappée. Margaret Dubois, l'amie de ma grand-mère, était devenue une présence chérie dans ma vie. À 82 ans, elle possédait l'esprit vif et la sagesse lucide dont je me souvenais de grand-mère Jeannette. Elle avait commencé à me rendre visite depuis Northampton tous les quelques mois, chaque visite apportant plus d'histoire sur ma grand-mère et renforçant mon lien avec l'héritage familial dont je pouvais être fier. Jeannette serait tellement fière de toi, m'a dit Margaret lors de sa dernière visite. Non seulement d'être partie, mais de ce que tu as construit depuis. L'un des développements les plus significatifs dans ma nouvelle vie fut mon travail bénévole auprès du programme de mentorat des jeunes de Portland où je travaillais avec des adolescentes issues de familles en difficulté. Beaucoup d'entre elles montraient l'hypervigilance et le doute de soi que je reconnaissais de mon adolescence, utilisant mes connaissances professionnelles et mon expérience personnelle. Je les aidais à identifier des limites saines et à reconnaître leurs valeurs inhérentes en dehors des rôles familiaux assignés. Tu es la première adulte qui m'ait vraiment écouté, m'a dit Zoé, 14 ans, après notre 3e séance de mentorat. Ces mots étaient à la fois déchirants et affirmatifs, confirmation que le cycle pouvait être brisé, qu'une connexion différente était possible. Mes recherches sur le bouc émissaire familial avaient gagné une attention significative dans les cercles universitaires, menant à une invitation à prendre la parole lors d'une grande conférence de psychologie à Québec. L'ironie n'était pas perdue pour moi que cette reconnaissance professionnelle aurait lieu dans la ville que j'avais fui, me mettant potentiellement à proximité du cercle social de mes parents. Après mûre réflexion, j'ai accepté l'invitation. Mon histoire n'était plus quelque chose à cacher, mais une source d'aperçu qui pourrait aider les autres. Alors que je préparais ma présentation, j'ai reçu un courriel inattendu d'une cousine éloignée du côté de mon père que je connaissais à peine. Chère Aurélie, nous ne nous sommes jamais vraiment bien connus, mais j'ai suivi tes recherches grâce à mon travail de conseillère scolaire. J'ai été stupéfaite de réaliser que les dynamiques familiales que tu décris reflètent si précisément ma propre expérience dans une autre branche de la famille Morel. Pendant des années, j'ai été le problème désigné dans ma famille immédiate. Lire ton travail a été comme trouver une clé d'une porte que je ne savais même pas fermer. Je comprends enfin ce qui s'est passé. Je me demande si ce schéma est plus profondément ancré dans notre histoire familiale que nous ne le pensions toutes les deux. Si tu es ouverte à cela, j'aimerais me connecter et comparer nos notes. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions aider d'autres personnes de notre famille élargie qui pourraient connaître le même schéma, avec espoir et admiration. Rebecca Morel-Cohen. Ce courriel a suscité une idée qui se formait progressivement dans mon esprit, créer un réseau pour que les boucs émissaires familiaux se connectent, partagent des ressources et se soutiennent mutuellement dans l'établissement de limites saines. La nature intergénérationnelle du schéma signifiait que d'innombrables autres souffraient dans l'isolement tout comme moi. Peut-être que mon expérience douloureuse pourrait devenir un pont vers la guérison pour les autres. Ma dernière conversation avec le Dr Chen avant la conférence a abordé la nature complexe du pardon et de l'acceptation. Beaucoup de gens supposent que la guérison nécessite le pardon, a-t-elle observé. Mais ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est que l'acceptation arrive souvent en premier. Acceptez que les membres de votre famille ne reconnaîtront peut-être jamais leur comportement ou ne changeront pas leur schéma. Je pense que j'en suis arrivé là, ai-je réalisé. Je n'attends plus que mes parents ou Fanny voient soudainement la vérité ou valident mon expérience. Et étrangement, cela m'a libéré du besoin de leur validation du tout. C'est une guérison profonde, a souri le Dr Chen. Quand leur opinion de vous ne détermine plus votre valeur. Par une matinée d'automne fraîche, alors que je plantais des bulbes dans mon jardin qui fleuriraient au printemps suivant, j'ai réfléchi au voyage des 6 derniers mois.
Partir n'avait pas été une fin, mais un début, le début de la découverte de qui était vraiment Aurélie Morel en dehors du rôle qui lui avait été assigné. Le jardin semblait une métaphore parfaite pour ma nouvelle vie. Je choisissais soigneusement ce qu'il fallait nourrir, créer des limites contre les éléments envahissants, et m'occuper patiemment d'une croissance qui prendrait du temps à s'épanouir pleinement. Certaines plantations prospéraient déjà, tandis que d'autres n'étaient que des graines avec du potentiel. Le jardin n'était pas parfait ou fini. Il évoluait, répondant aux soins et à l'attention, devenant progressivement plus pleinement lui-même à chaque saison qui passait. Alors que je tassais la terre autour d'un groupe de bulbes de tulipes, j'ai pensé à quel point cet automne était différent du précédent. Il y a un an, je me préparais pour une autre saison des fêtes de critiques subtiles et de blâmes assignés. Cette année, je planifiais un dîner de Thanksgiving pour ma famille choisie, des amis qui voyaient et appréciaient exactement qui j'étais. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Daniel me demandant si j'avais besoin de quelque chose du centre de jardinage où il achetait des fournitures pour son dernier projet. Ce petit geste attentionné, quelqu'un tenant réellement compte de mes besoins sans attente de retour, me surprenait encore parfois. J'ai répondu par SMS avec ma demande et j'ai ajouté un emoji cœur, quelque chose que l'ancienne Aurélie aurait analysé pendant des heures avant, s'inquiétant d'apparaître trop enthousiaste ou trop émotive. Maintenant, j'exprimais mes sentiments librement, ne craignant plus qu'ils soient utilisés contre moi. Debout dans mon jardin, entouré de preuves de la vie que j'avais construite pour moi-même, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le voyage n'avait pas été facile, et il y avait encore des jours difficiles où les vieux schémas de pensée essayaient de se réaffirmer. Mais à chaque mois qui passait, ces jours devenaient moins fréquents, et la voix de mon moi authentique devenait plus forte. J'avais quitté la maison de ma famille sans un mot, n'emportant que ce qui comptait le plus. En faisant cela, j'avais découvert que ce qui comptait le plus était en moi depuis le début, le courage de voir clairement, la force d'agir sur cette vision, et la capacité de construire une vie définie par la vérité plutôt que par des fictions commodes.